Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. Le grand paquebot de Paris Climat 2015, la Convention des Nations Unies sur le climat, s'est rendu à bon port, loin d'avoir rempli toutes les espérances, mais le voyage a été riche de rebondissements, des avancées puis des reculs. Mais où est donc passé le paraphe proposant d'encadrer les transports aériens et maritimes, ceux émettant des 8% des gaz à effet de serre, on le cherche encore. Riche aussi d'annonces, notamment du Québec et du Canada. Le Canada, tout d'abord, la proposition de la ministre canadienne de l'Environnement, Catherine McKenna, de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés plutôt que 2 degrés. Certains l'ont accusée d'un optimisme forcené, d'autres ont relevé ses bons points lorsqu'elle se porte à la défense des droits des peuples autochtones. Il y a eu aussi des annonces du côté du Québec. L'avenir du Québec, ce n'est pas les hydrocarbures d'Anticosti, a répété M. Couillard. On a aussi parlé de la cible de réduction de 37,5% des gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Si toutes ces belles annonces se concrétisent, la barre pointera du bon côté, celle de la sortie du pétrole, à condition que les propositions trouvent un arrimage concret, évidemment. Restons optimistes, les derniers mètres ont été franchis, ceux vers la proposition finale annoncée par Laurent Fabius, le président de la COP 21. Plutôt que de vous parler tout de suite de l'accord commun autour du climat, nous avons choisi de faire un petit bilan des derniers événements qui l'ont précédé avec quelqu'un que vous connaissez bien, mon collègue Pascal Lapointe. Donc nous rejoignons tout d'abord mon collègue Pascal Lapointe qui est à Paris. Bonjour Pascal. Bonjour Isabelle. On entend un peu de bruit derrière toi. Explique-nous. Ben oui, je suis dans ce qu'ils appellent l'espace génération. C'est la partie de la conférence du climat qui est réservée à la société civile. Donc, il y a beaucoup de gens qui visitent, mais il y a aussi des gens qui manifestent, qui parlent de leur cause. Si vous entendez des éclats de voix à l'arrière, c'est ça. Il y a une jeune femme que je vois de loin, là, qui défend quelque chose. Hier, c'était la déforestation en Amazonie. Ce matin, il y avait des Noirs américains qui défendaient les droits civils. Fait qu'il y a un peu de tout ici. Donc, c'est très vivant, c'est bien. Oui. Le climat à Paris, est-ce qu'il est morose, inquiet? Comment les Parisiens vivent après l'attentat? Je sais que tu t'es promené un petit peu. C'est vraiment ça qui domine. Hein. C'est vrai que le climat est morose, effectivement. Je parlais justement à une journaliste ce matin qui me disait que ça leur est tombé dessus dans un climat qui est déjà économiquement et politiquement assez morose. Certains des auditeurs se rappelleront qu'il y a eu aussi des élections régionales dimanche qui ont fait grimper le Front national. Et alors, ça fait partie du climat morose, effectivement. Les attentats n'ont pas aidé. Ça a pour conséquence aussi que les Parisiens sont, en gros, pas si intéressés que ça à la conférence sur le climat. C'est vraiment loin de leur préoccupation à leur filet, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. En fait, tu es un petit peu dans une bulle, toi. Tu es pas dans la zone officielle, tu es dans la zone de société civile, c'est ça? Elles sont voisines, mais séparées? C'est ça. Ils appellent ça l'espace génération, et l'autre, la zone officielle, ils appellent simplement la zone bleue. La zone bleue, c'est là où se trouvent les négociateurs des 196 pays, beaucoup de journalistes aussi, les politiciens, bien sûr. Il faut avoir une accréditation pour y être, alors que la zone où je me trouve est ouverte au grand public. Ils estiment qu'en tout, ça devrait représenter 40 000 personnes, mais dont un grand nombre venus d'un peu partout dans le monde. Et comme tu dis, effectivement, ça fait l'impression d'être dans une bulle parce que c'est pas vraiment Paris. En fait, on est même un peu à l'écart de Paris. On est à une dizaine de kilomètres du centre, dans un endroit qui s'appelle le Bourget, sur le site d'un aéroport, un ancien aéroport militaire. Et les deux endroits que je viens de décrire, la zone bleue et l'espace génération, sont de genre d'immenses centres. Donc, reliées l'une à l'autre, mais indépendantes l'une de l'autre. Et pour y accéder, il faut prendre une navette depuis le métro le plus proche. Donc, on n'est pas vraiment dans Paris et on peut pas dire qu'on sent l'atmosphère parisienne quand on sort de la tente. Donne-nous un petit peu un aperçu des activités qui ont lieu là où tu es. Tu vois, l'espace génération, ça regroupe 117 organismes. Beaucoup d'activités qui viennent ici présenter leurs activités, présenter des pétitions, faire pression sur le gouvernement. On peut penser à un grand salon de l'environnement, en quelque sorte. Et en plus, il y a eu plus de 300 conférences et des films. La majorité des organismes ici sont des organismes spécialisés en environnement. Greenpeace, par exemple, est ici. Il y a aussi des villes ou des départements français qui présentent leurs initiatives. Et quant à l'autre espace, la zone bleue, celui réservé aux négociateurs, là, c'est là que se retrouvent les kiosques des pays, des États.
et ainsi que les kiosques des grandes compagnies. Ça crée d'ailleurs une controverse parce que les activistes les trouvent un peu trop présentes, les grandes compagnies. Fait que tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'activités très diversifiées. Quelqu'un qui fait ça dans l'environnement en a plus qu'il ne peut s'en mettre sous la dent. En bon journaliste scientifique que tu es, qui s'intéresse à la COP21, là, toi, tu aimerais avoir des nouvelles de ce qui se passe dans la zone bleue. Comment fais-tu pour, si tu n'as pas accès? On est à l'heure de Twitter, hein. Ça prend 3 minutes et puis le dernier brouillon de l'accord, le futur accord est mis en ligne. Ça a été comme ça pendant toute la semaine. Dans certaines circonstances, il y a des transmissions spéciales. Il y avait une conférence d'Al Gore, par exemple, hier, qui était retransmise sur les grands écrans. Mais sinon, on peut faire comme n'importe qui dans le monde et assister à des web-diffusions et suivre ça par Twitter, par Facebook ou par les médias. Parce qu'il y a quand même beaucoup de journalistes. En fait, il y en a beaucoup plus cette année que les années précédentes à la COP. Et beaucoup d'entre eux sont super actifs et mettent des billets de blog ou des articles en ligne assez rapidement. Fait qu'on n'est pas vraiment coupé de ce qui se passe dans l'autre zone. C'est juste qu'on n'a pas contact direct avec les gens. Et quand je parlais tantôt d'une controverse, les représentants des grandes compagnies, elles, comme Air France, comme EDF, Électricité de France, les grandes compagnies énergétiques françaises, eux ont leur kiosque là-bas et eux ont un accès direct aux politiciens, aux négociateurs. Et ça, ça dérange, ça crée des frictions. Il y a beaucoup plus de monde aussi que dans les autres conférences. Tout à fait. Il faut dire qu'elle a été tellement décrite, cette conférence-là, comme une conférence à dernière chance. Il y a tellement de poids qui est mis sur la tête des pays pour finalement aboutir à un accord que oui, il y a des gens qui se présentaient plus aux COP précédentes et qui sont venus pour appuyer leur gouvernement ou pour renforcer leur gouvernement. Le gouvernement canadien, c'est un bon exemple. Le fait que le premier ministre Trudeau ait fait venir avec lui les premiers ministres de province, les chefs des partis d'opposition, c'est un exemple. Multiplie ça par 196 pays qui chacun sont plus nombreux que d'habitude et ça fait en tout une population plus nombreuse à cette COP-ci. Donne-nous un dernier regard sur les autres activités éparpillées dans Paris. Il n'y a pas juste l'événement où tu te trouves au Bourget, il y a aussi d'autres activités? Oui, il y a un truc appelé Solutions Climat 21 qui est une exposition au Grand Palais. Elle fait partie de la controverse, elle aussi, parce que les gens qui présentent leurs initiatives pour décarboniser sont en bonne partie des grandes compagnies. Il y a la Ville de Paris qui a aussi organisé des installations d'œuvres d'art un peu partout dans Paris. J'ai vu des blocs de glace quelque part devant je ne sais plus quel monument, symbolisant donc la fonte des glaces. Et puis surtout, le plus visible, c'était une conférence, un congrès parallèle à Montreuil, il y a une autre dizaine de kilomètres en banlieue de Paris. Congrès organisé par toute une série d'organismes, de sociétés civiles, d'organismes de mouvements alternatifs et qui a attiré 30 000 personnes pendant la fin de semaine du 5 au 6 décembre. Ils ont fait, entre autres, un faux procès de la compagnie Exxon, la pétrolière Exxon, parce que, on en a parlé un peu dans les médias, à l'agence Science Presse ces dernières semaines, Exxon s'est fait prendre la main dans le sac pour avoir avoir financé des études scientifiques il y a de cela 30 ans qui démontraient que les gaz à effet de serre allaient contribuer au réchauffement planétaire. Et puis après, elle a balayé ça sur le tapis et elle a littéralement camouflé ça en finançant des groupes climato-sceptiques. Alors, ce congrès parallèle-là s'est amusé en organisant un procès d'Exxon pour peut-être présager de ce qui va peut-être effectivement leur tomber dessus dans les prochaines années. En fait, cette activité-là, tu vas nous en parler dans une prochaine émission. Je vote pour la science. Je pense que ça va être même l'émission de la semaine de Noël. Donc, merci beaucoup, Pascal. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée. On était en compagnie de Pascal Lapointe, donc à Paris, pour la COP21. Il a mis en ligne beaucoup d'articles intéressants sur le site Internet de l'agence Science Presse. Je vous invite à aller les consulter. Retrouvons à présent Catherine Gauthier, présidente d'Environnement Jeunesse, qu'on rejoint à Paris. Bonjour. Bonjour. Nous avons en studio Renaud Gignac, qui est lui avocat, économiste et chercheur en environnement à l'Université Concordia. Bonjour. Bonjour. Donc, tous les deux, vous avez une expérience différente de la COP 21, de la COP tout court. Catherine Gauthier, c'est votre 8e COP. Qu'est-ce qui change pour vous? Là, vous êtes observatrice cette fois-ci. Oui,
en fait, la très grande majorité des conférences des partis auxquelles j'ai pris part, j'étais là à titre d'observateur. Je pense que la très grande différence ici à Paris, c'est le nombre élevé de délégués. Donc, on l'a bien entendu dans les médias, on attendait 40 000 personnes. Donc, c'est une conférence d'une ampleur sans précédent. C'est d'ailleurs un des sommets les plus importants en dehors de New York là, pour les Nations Unies. Donc, disons que c'était foisonnant d'activités parallèles, mais également de négociations. Monsieur Gignac, vous avez passé une dizaine de jours à Paris. Vous avez commencé par la conférence des jeunes, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, la COI 11. Oui, 10 jours, c'est court, c'est pas assez, c'est assez pour prendre un peu le pouls de tout ça? Oui, c'est ça. Ben moi, c'est la première fois que je participais à une conférence internationale comme ça. C'est sûr qu'à Paris, contrairement à peut-être d'autres conférences avec Copenhague où il y a eu vraiment je pense un échec, on peut le dire, des négociations. Là, à Paris, il y a vraiment un momentum qu'on sent. Les chefs d'État veulent s'engager, je pense. Est-ce que ça va être suffisant? Là, toute la question est là. Mais on sent vraiment, je pense qu'on s'enligne vers un accord plus ambitieux que ce qui a été fait dans les dernières années, au moins depuis Kyoto, c'est certain. Alors, non, on sent une effervescence, là, c'est ça. Là. Mais en même temps, il y a comme des signes au plan politique, au niveau local, au Québec, dans le reste du Canada, où on se dit, est-ce que les actes vont suivre les paroles, finalement? Oui, vous avez été un jeune chercheur choisi par l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Racontez-nous. Oui, c'est ça, le pendant québécois, les Offices jeunesse internationaux du Québec, logique. Donc, on a participé à la rédaction avec des 52 jeunes de 10 pays francophones à la rédaction du livre blanc de la jeunesse sur l'eau. Alors, on a vu, l'eau, c'est un sujet là qui est, disons, central dans les changements climatiques, puis de façon, disons, différenciée dans les pays de la francophonie. Alors, on avait des gens du Mali, on avait des gens de l'Algérie, de la France, évidemment. Donc, nous, on a pu amener l'expérience du Flushgate à Montréal, mais non. Mais là, c'est ce que vous avez fait sur place. Mais comment vous avez été choisi? Comment on a la chance, en tant que jeune chercheur, de pouvoir accéder à ce genre d'événement-là? Ben, en fait, il y a un processus là, d'inscription à Logique. On envoie notre candidature, puis je remercie Logique de m'avoir permis là, de participer. Puis, c'est ça. Alors, le fait que il y a beaucoup de jeunes qui viennent de plusieurs pays. Ça montre que les changements climatiques ont des impacts très différents. Puis, ce qu'on remarque, c'est que les pays qui contribuent le moins au problème des changements climatiques en termes d'émissions par habitant sont ceux aussi qui font face aux plus grandes conséquences, donc sont les plus vulnérables et ont le moins de capacité souvent à s'adapter aux changements climatiques. Alors, ça pose un problème d'équité internationale, de justice climatique. Monsieur Gignac et Madame Gauthier, je vous demanderai pas votre âge, mais vous êtes jeunes tous les deux. Est-ce que le fait d'être jeune, ça change le regard qu'on peut avoir en tant que jeune scientifique sur cette conférence qui est quand même à sa 21e année, qui est une grosse machine? Madame Gauthier, par exemple? Je pense que c'est vrai que les jeunes ont une vision particulièrement différente des négociations internationales sur le climat, en grande partie parce que quand on pose la question, par exemple, des effets des changements climatiques en 2050, les jeunes vont être là pour les vivre. Et si on n'est pas là pour les vivre, on va devoir s'adapter d'ici là, changer nos comportements, mais également apprendre à vivre dans un monde qui est réchauffé. Quand on parle, par exemple, de la limite du 2 degrés Celsius, au Canada, ça signifie un réchauffement potentiel de 4 à 7 degrés. Donc, c'est considérable. Ça va vraiment modifier la façon dont on vit. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on sent particulièrement l'urgence de modifier nos comportements parce que les conséquences qu'on prévoit à plus long terme, on va bel et bien les vivre. Je pense également que les jeunes apportent de l'innovation, du dynamisme aux négociations, tout simplement parce qu'on a une façon différente de voir les choses. On espère évidemment avoir un accord qui soit particulièrement ambitieux, mais on ne s'arrête pas là non plus. J'entends par là l'importance de s'engager, oui, dans les négociations internationales, mais également à l'échelle locale ou régionale pour mettre en œuvre des mesures, des actions, des initiatives pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais également s'adapter, par exemple, en zone urbaine, à la hausse des températures.
Est-ce que, Monsieur Gignac, le fait d'être jeune, ça change un petit peu ce regard-là qu'on a sur ce genre de conférence? Ben, je pense qu'il faut faire attention. Il y a la pensée jeune, que je pense qu'il n'y a pas d'âge aussi. Il y a des moins jeunes qui sont restés jeunes et des jeunes qui sont déjà plus trop jeunes. Alors, je pense que c'est juste l'état d'esprit qu'on peut garder tout au long de sa vie, j'espère en tout cas, qui est l'horizon des possibles. Qu'est-ce qui est possible de changer vraiment, puis comment, à quel point on peut imaginer d'autres façons de vivre, de produire, de consommer, d'autres façons d'organiser l'économie, d'autres façons d'organiser les milieux de travail, de se déplacer, d'autres façons d'habiter les territoires avec l'étalement urbain, etc. Donc, à quel point on est capable de changer rapidement, de s'adapter puis de faire des changements radicaux de la façon d'organiser les sociétés. Et le piège, et c'est particulièrement vrai dans le cas des changements climatiques, c'est de voir l'horizon des possibles un peu contraint, trop contraint pour l'ampleur des défis qu'on a à affronter. Changement climatique, ça nécessite des changements très profonds. On ne peut plus se permettre de privilégier la voiture, l'auto solo. On ne peut plus se permettre de se lancer dans des gros projets industriels comme l'exploitation pétrolière et gazière. Ce n'est plus possible. On ne peut plus mettre en œuvre des grands projets industriels de cimenterie qui vont produire d'ici 2050, etc. parce que la science nous dit qu'il faut réduire de façon considérable. On parle de pas seulement 15%, 20% à la marge. On parle de réduction de gaz à effet de serre, de notre bilan de gaz à effet de serre, de 70%, de 80%. Alors, on parle d'une décarbonisation complète de notre économie. Et là, ça implique des changements considérables de notre façon de produire et consommer, mais aussi de peut-être ce que constitue la réussite ou le progrès. Alors, des fois, puis là, on arrive dans le temps des fêtes, on voit, souvent les publicités puis la fièvre de la consommation et peut-être que comme jeune, d'âge, qu'on soit jeune d'âge ou pas, d'esprit. Mais d'esprit, c'est ça, c'est peut-être de penser à d'autres valeurs qui peuvent nous faire, disons, nous rendre heureux sans vouloir plus et plus gros. Oui, consommer plus. Parlons donc de cette conférence des jeunes où vous avez participé tous les deux. Il y avait 5000 participants. Est-ce que ce sujet-là mobilise plus les jeunes qu'avant ou est-ce qu'on leur offre plus l'occasion justement de se manifester? Madame Gauthier? Je pense qu'on a vu une très grande évolution de la participation des jeunes dans le cadre des négociations internationales sur les changements climatiques. Il y a 10 ans, j'ai participé à ma première conférence des Nations Unies sur les changements climatiques et on devait être une trentaine de jeunes, donc des personnes de moins de 35 ans, à suivre les négociations. Il y avait également l'équivalent d'une conférence internationale de la jeunesse, qui permet de préparer des stratégies, des actions, des campagnes au niveau international durant les 2 semaines de conférence. Et on voit de plus en plus de jeunes prendre part en négociation. Vous l'avez dit, 5000 jeunes ont pris part à la conférence des jeunes. C'est incroyable. Donc oui, il y a une grande participation de la jeunesse à l'extérieur des négociations, mais également à l'intérieur. On a vu dans le centre de conférence des jeunes organiser plusieurs actions au quotidien. Donc, pour attirer l'attention des négociateurs sur des enjeux importants de la vie des jeunes, mais également des enjeux qui sont parfois oubliés. Par exemple, si on pense à la question des pertes et préjudices, donc une forme de compensation qui pourrait être accordée aux pays les plus vulnérables qui vont devoir inévitablement s'adapter aux conséquences des changements climatiques. Donc, on a vu une très grande évolution et les jeunes sont de plus en plus pertinents aux négociations et prennent part de manière formelle au processus et contribuent en présentant leurs idées sous la forme de soumissions officielles qu'on peut retrouver même sur le site web de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Oui, mais les jeunes ne font pas partie intégrante de ces négociations, ce que vous déplorez. Traditionnellement, les jeunes ont un moment de parole à l'ouverture et à la clôture. C'est bien peu, n'est-ce pas? Oui, c'est bien peu, mais il faut dire que les jeunes, au même titre que par exemple les organisations syndicales ou encore les groupes environnementaux, sont reconnus officiellement par la Convention cadre. Donc oui, il y a un droit de parole, mais il y a également des échanges privilégiés, par exemple avec la présidence de la conférence des partis. Donc c'est un pas quand même de plus vers une reconnaissance, mais bon, c'est certain que les jeunes n'ont pas le même droit de vote, par exemple, qu'un État, ce qui peut sembler normal. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on souhaite, c'est une des demandes de la jeunesse qui est répétée depuis de nombreuses années, on souhaite qu'il y ait des représentants de la jeunesse sur les délégations nationales.
Donc, par exemple, qu'il y ait un certain nombre de jeunes qui soient là pour représenter leur pays, pas seulement à titre symbolique, bien sûr, mais qui participent également à l'élaboration des politiques et des stratégies de négociation dans une véritable participation là, effective des jeunes. Entendu. Donnez-moi des exemples d'activités organisées par et pour les jeunes pendant ces 2 semaines. Peut-être M. Gignac, vous y avez participé aussi. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a toutes sortes de délégations là, de groupes de jeunes qui participent. Nous, avec les Offices jeunesses internationaux du Québec, logique, c'est la rédaction du livre blanc, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Sur l'eau, oui. Sur l'eau, c'est ça. Donc, au-delà de la rédaction du livre entre jeunes, après, c'est de faire circuler ce livre-là auprès des décideurs pour vraiment pouvoir influencer les décisions. Puis ce qu'on voit sur l'eau, les principales conclusions, c'est qu'on parle d'une gestion intégrée de l'eau de plus en plus. Il faut que les décisions qui se prennent sur l'eau, d'une part, ne soient pas prises au niveau des juridictions comme des régions, parce que souvent il y a des bassins qui se transversent d'une juridiction à l'autre. Et c'est important d'avoir des organismes qui veillent, qui sont collés non pas à une région, mais à la réalité des cours d'eau. Donc, les comités de bassin versant, c'est intéressant. Ça peut être des comités qui peuvent être interprovinciaux ou même internationaux. Donc, une des choses, ça c'est une des choses, des conclusions. Et au-delà, dans la COP, je pense à un groupe là, de l'Université de Sherbrooke qui est en visite à la COP pour vraiment... on essaie de sortir, je pense, les jeunes des universités, puis d'aller vraiment sur le terrain, de voir, quelle est la réalité politique des négociations internationales. Puis je pense que c'est très formateur pour s'inspirer, mais aussi avoir une petite, disons, un reality check, comme on appelle. Okay. C'est ça, je pense qu'il y a des forces politiques qu'on ne peut pas ignorer, des lobbyistes qui sont très puissants et des intérêts économiques très forts qui militent contre les cibles. Et je pense que c'est important d'être bien conscient de ces forces-là pour pouvoir développer des réponses appropriées. Oui, parce que quand vous arrivez à ce genre d'événement, c'est là que vous prenez conscience vraiment des forces politiques en jeu. Il y a la science d'un côté, il y a ce qu'on sait sur le climat au point de vue scientifique, et d'un autre côté, il y a la réalité politique avec les lobbyistes et, comme mentionné Pascal tout à l'heure, les entreprises qui sont là aussi pour bien se faire valoir aussi. Donc, je sais que c'est un peu prématuré pour tirer un bilan, mais je vais vous demander peut-être tous les deux de se livrer un petit peu à cet exercice. Que retiendrez-vous chacun de la conférence de Paris Climat 2002, tous les deux là, ou peut-être de la conférence des jeunes d'abord, puis de la conférence plus largement. Peut-être Madame Gauthier, que retiendrez-vous? À la conférence des jeunes, je pense qu'on peut retenir le fait que les jeunes ont réussi en fait à s'entendre par consensus, alors c'est possible, sur un manifeste dans lequel plusieurs préoccupations et priorités d'action sont identifiées, que ce soit par exemple au niveau de l'équité ou encore de l'éducation, de la sensibilisation et de la formation de la jeunesse aux enjeux du changement climatique. Donc on peut retenir que les jeunes sont capables, lorsqu'ils assistent par exemple à des ateliers, à des formations qui sont données également par d'autres jeunes, les jeunes sont capables d'arriver à travers un processus décisionnel à s'entendre sur un document ou encore des positions clés qui par la suite pourront être traduites dans leurs contextes régionaux ou même très localement dans des établissements scolaires, des universités, etc. Et bien sûr, pour la suite des choses, pour les négociations, ce n'est pas terminé à l'heure actuelle. Bien sûr, je pense qu'on peut déjà dire que la conférence de Paris a permis d'accélérer la transition vers des économies et des énergies propres. C'est pas seulement une question de négociation à Paris, mais bel et bien d'un mouvement vers une décarbonisation, idéalement vers le milieu du siècle. Donc, la conférence de Paris nous amène en ce sens. Et bien sûr, nous devrons attendre le texte final pour voir si les partis, les pays vont confirmer cette tendance vers la décarbonisation massive. Monsieur Gignac, après la lecture de votre récent billet, là, le vrai changement dépendra, je vous cite, d'abord et avant tout de la capacité des mouvements sociaux locaux à prendre la pression à mettre de la pression sur leurs élus. C'est ça? En fait, ce que moi je retiens de tout ça, c'est que les négociations, puis le résultat des négociations sont souvent tributaires des pressions politiques locales que les élus subissent. Les élus reçoivent des mandats et ont une marge de manœuvre qui est déterminée par le contexte politique local. Et je pense que c'est important de discerner, de faire la distinction entre les paroles et je pense que les élus, certains peuvent s'emporter un petit peu là dans le contexte des négociations de Paris, c'est un moment historique, etc.
mais les forces politiques demeurent au Québec, d'ailleurs, par rapport là, aux déclarations de M. Couillard qui disait, le futur du Québec n'est pas dans les hydrocarbures, Anticosti, ce n'est pas mon projet. Il disait, il prédisait la fin du gaz naturel d'ici 2050, etc. Puis on a vu le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcan, le rappeler un peu à l'ordre en disant, le premier ministre n'était pas à Paris pour faire la promotion des hydrocarbures, il était là pour faire la promotion de l'environnement. Il faut, disons, prendre ça avec un grain de sel. Alors, effectivement, je pense que c'est la leçon à retenir. Sur Anticosti, notamment, le gouvernement est encore engagé avec hydrocarbures Anticosti et autres, n'a pas de plan pour se retirer. Donc, on peut bien dire que ce n'est pas son projet, mais il est encore engagé. Donc, on pourrait parler aussi de l'évaluation tronquée d'Énergie Est, qui n'évaluera pas les émissions en amont de la production des sables bitumineux. C'est problématique. Puis, au niveau fédéral, là, on a un gouvernement fédéral qui a des belles paroles, mais est-ce que les cibles vont être ajustées en conséquence? Et on a vu que, la réforme des évaluations environnementales pour les projets de l'éoduc, ça ne s'appliquera peut-être pas aux projets actuels comme Énergie Est. On a un chef de cabinet du ministre des Ressources naturelles qui provient de l'Association canadienne des producteurs pétroliers. Bref, les sables bitumineux, ce n'est pas en réduction d'ici 2030. Bref, il y a comme un décalage entre les belles paroles et le contexte local, et il va falloir certainement continuer de suivre ces dossiers-là avec beaucoup d'attention. Oui, il y a plusieurs critiques. Il y a eu une critique, par exemple, de la présence des grands pollueurs ou de compagnies qui investissent dans les carburants fossiles et qui figurent parmi les plus gros commanditaires de cette rencontre-là. Donc, vous en pensez quoi? Je pense qu'il est temps d'affirmer que les grands pollueurs, c'est-à-dire les pétrolières, les gazières, n'ont pas leur place dans ces rencontres internationales-là. Quand on dit qu'il faut diminuer de 80% les émissions, ça signifie qu'il y a une partie considérable des réserves de ces compagnies-là qui ne pourront pas être exploitées. Alors, clairement, ces compagnies-là n'ont pas intérêt à, disons, rayer de leur portfolio 50% de leurs actifs. C'est impossible. Ils vont se mobiliser fortement contre ce genre d'accord. Alors, à un moment donné, il faut identifier quel est le partenaire et quel est peut-être l'adversaire. Et je pense que les compagnies pétrolières et gazières, bien souvent, ne font pas partie des partenaires, mais plutôt comme un peu des compagnies de tabac qui se battaient contre les mesures de santé, etc. À un moment donné, il va falloir peut-être interdire la publicité, les mettre à l'écart du processus politique pour vraiment développer des solutions en profondeur. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de votre participation. On était, je vous rappelle, en compagnie de Renaud Gignac, avocat économiste, chercheur en environnement à l'Université Concordia. Il a mis un petit billet sur l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, sur le site Internet. On va mettre le lien. Et on était en compagnie de Catherine Gauthier, présidente d'Environnement Jeunesse, qui était déléguée donc à Paris et qui ont rejoint à Paris. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je vous en prie. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Aounui Lins. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site de Radio VM ou sur celui de l'agence Science Presse et bien sûr nous suivre sur Twitter. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome.